Mesdames et messieurs, on est de retour pour un nouvel épisode du Weekend AB Show. On n'est pas sur l'hebdomadaire cette fois-ci. Comme vous l'avez vu en miniature et dans le titre, on reçoit Monsieur Nicolas Hott. Car la semaine dernière, on avait commencé à aborder un sujet qu'on n'a pas pu conclure, comme on avait reçu un invité. Donc voilà, on va traiter en tout cas d'un sujet qui va sûrement vous passionner, hein, sur l'aspect du coaching, en tout cas la version Nicolas Hott, sa collaboration avec Bonasson Denis. Et donc voilà, c'est un sujet vraiment intéressant. On a posé des bonnes questions, on a pu échanger autour de ce sujet. Donc, Mika, voilà, les auditeurs ont juste à s'installer confortablement, à s'abonner pour ceux qui ne le sont pas, commenter, poser vos questions. Et, et même de suggérer en commentaire les thèmes que vous voulez qu'on aborde. Parfois, quand l'actualité elle est un peu creuse, et notamment au mois d'avril, elle est un peu creuse pour le MMA français, et du coup, on va pouvoir aborder soit des thèmes avec des invités, soit des questions tout simplement sur la vie du combat, peu importe, des thèmes qu'on n'a pas forcément, qui pour nous paraissent évidents, mais pour vous ne l'est peut-être pas. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de thèmes que vous voulez qu'on aborde, et ça sera avec plaisir qu'on le fera. C'est exactement, Mika, merci de le rappeler parce que vous voyez que depuis plusieurs années, on fait l'actualité du MMA français international. Parfois, l'actualité, elle est creuse. Donc, en fait, on va garder le format hebdomadaire en traitant l'actualité du MMA, mais on va aussi aborder des sujets. Donc, comme l'a dit Mika, n'hésitez pas à poser vos questions. Suivez nos réseaux respectifs parce que souvent, il y a la boîte à questions qui est mise en story et c'est à ce moment-là que parfois vous pouvez poser vos questions. Sous les commentaires aussi, sous les vidéos YouTube. Et donc, que ce soit des questions, des thèmes ou même des suggestions d'invités, on est preneur. Donc voilà, installez-vous confortablement. Ça démarre dans quelques secondes. Et on se revoit quand même demain pour le débrief de l'UFC 313, Mika. Donc Exactement. voilà, à très vite et bon épisode à tous. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, on est ravis de vous retrouver. Comme on vous l'avait dit la semaine dernière, on a commencé à traiter un sujet d'actualité. Vous l'avez vu en titre, vous l'avez vu en miniature, la tête de Nicolas avec Benoît Saint-Denis. Donc voilà, on s'était interrogé en tout cas sur le training camp, sur la manière dont ça pouvait se structurer. Donc on s'est dit, quoi de mieux que de ramener le protagoniste, Monsieur Nicolas Hott, qu'on ne présente plus, coach, nutritionniste, préparateur physique. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que plus le temps il passe, moins et plus on a du mal à l'avoir. T'as pas remarqué ça, Mika? Ah, c'est parce que c'est coach de l'année, nominé dans les coachs de l'année 2 fois d'année consécutifs, 2024, 2023-2024. C'est On va pas revenir sur l'argumentation de Boulox qui était à mon J'allais encontre j'allais et t'en qui parler en ouvre un plus. sondage pour essayer d'orienter la décision d'un côté. C'est-à-dire qu'il a De fait un quel premier côté? sondage, les gens ils ont répondu, il a fait un deuxième sondage, les uns, ensuite il a fait une vidéo à charge et là, les gens ont répondu, il a lâché l'affaire, il a dit bon, laisse tomber, on va sortir zéro résultat, de zéro sondage. Ouais, je me suis pas mouillé, mais Merci Boulox pour ces t'es coach de arguments. l'année dans mon cœur, Nico, tu le sais Ouais, j'en depuis doute longtemps. pas. J'en doute pas. Et toi, Mika, comment tu vas? Bah écoute, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Franchement, tout va bien. J'ai fait un peu la nuit blanche la semaine, enfin hier soir là. Compliqué de gérer ce matin, mais sinon ça va. Et Nico, je t'ai pas posé la question, mais comment tu vas? Ben, très bien. Un plaisir d'être avec vous. Et puis voilà, pas de nuit blanche parce que je regarde les UFC le matin quand je me réveille tranquillement. Comme ça, je peux mettre pause sur les trucs, je peux accélérer quand ça me saoule. Et non, très belle UFC. Bon, je pense que vous reviendrez sur toutes les prestations de cette nuit, mais j'ai vraiment kiffé prendre le temps d'analyser la performance de Pereira et d'Ankalaev et de comprendre tout ce qui est pour moi le striking moderne MMA, c'est-à-dire bien plus. Les gens, quand on pense striking, ils pensent au coup qui est donné. Et là, toute la préparation d'attaque, la gestion de la distance, les feintes, la position par rapport à la garde de l'un, la garde de l'autre, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Effectivement, c'était une belle soirée, Nico. Moi, déjà, ma première question, forcément, on va aborder le sujet concernant ta collaboration avec Benoît Saint-Denis. Mais il n'y a pas que Benoît Saint-Denis dans la team de Nicolas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler, on va dire, des élèves que tu encadres aujourd'hui et des combattants que tu accompagnes? Ouais, alors je vais parler brièvement des quelques dates qui arrivent là tout de suite, là, très prochainement. On a Quentin Pierrot, qui est un amateur, qui va combattre à Lille le 16 avril, il me semble que c'est l'Hexagone, et qui va faire son 3e ou 4e combat amateur, qui vient de rejoindre l'équipe, qui fait 70 kilos, qui est très solide, très complet.
et qu'on va essayer bah, de perfectionner pour l'emmener progressivement vers des débuts pro. Donc ça, c'est Quentin Pierrot. Ensuite, on a début mai. Alors, on a certaines choses que je peux pas, que je peux pas encore annoncer. Mais en mai, normalement, on aura un planning relativement chargé. Probablement le retour de Jorick Montagnac. Ça, on va voir encore. On n'a pas la date définitive entre avril et mai. On a le retour confirmé d'Eli Makongo pour son deuxième combat professionnel à Arès. Je me rappelle qu'Eli, c'est une des rares personnes à avoir battu Wally Tandia chez les amateurs. Il a signé son premier KO à Arès en début d'année, puis là, il combat pour la deuxième fois. Et puis, on a le retour de Wissem Arkmouche Intéressant ça, hein. qui va affronter Jordan Zebo. Euh, pour moi, bah, une des plus grosses oppositions de la catégorie chez Arès, pour moi, une forme de demi-finale avant d'aller vers la ceinture. Donc, avec bah, deux combattants qui se connaissent très bien parce que c'est deux anciens partenaires d'entraînement. Et que tu connais très bien aussi, parce que tu as accompagné Jordan Zebo aux IMAF à plusieurs reprises. Je connais très très bien Jordan. J'ai été bah, des premiers à l'accompagner en combat, aux IMAF d'abord quand il a fait troisième au Mhm. championnat du monde junior, ensuite dans certains de ses combats en pancrace. Beaucoup d'affection pour lui. Maintenant, bah voilà, il y a il y a une division qui est assez restreinte chez les 77 kilos chez Ares. On a Wissem bah, qui est totalement en face de Jordan parce que 7-1, 7-1, les deux avec des belles victoires, les deux avec une belle carrière. Et donc, bah, ils vont s'affronter. Et même s'ils s'apprécient, ils vont mettre ça de côté le temps Mhm. du combat. Et bah voilà, moi, je serai dans le coin de Wissem pour cette préparation et c'est un beau combat qui nous attend. Ça va être une grosse semaine, hein. Et Delphine, on la verra sur le RS ou pas? Et Delphine, on ne sait pas encore, Nico, pas encore où c'est et dur de tirer quand, les verres du nez, hein. mais effectivement, Delphine, c'est possible qu'elle soit sur d'autres organisations. On va voir comment ça va se passer. Ouais. Et puis voilà, dans les dates qui sont prévues pour l'instant. Mais Et puis Mika, Benoît qui potentiellement Mika, bah, c'est combattrait. ça en plus, c'est encore mieux parce que Et Benoît qui va combattre à Il un enchaîne avec moment ou Benoît un le autre. 10 mai et après, Encore la direct la date. semaine d'après, il va à Arès, tu vois. Donc ça va être une semaine assez chargée. Et ça va être un mois chargé même. Ouais. On va avoir des préparations assez chargées, voilà. En tout cas, bon courage à vous. Donc, Nico, comme je disais en début d'émission, on avait commencé à aborder un sujet. Malheureusement, on n'a pas pu le finir parce qu'on avait Amine, notre invité, qui avait rejoint la conversation. Donc, on devait traiter un autre sujet. Et en gros, voilà, on parlait en fait du training camp à distance. Donc, Mika, lui, il expliquait un petit peu sa vision des choses. Donc, Mika, je vais te laisser. Bah, c'est cool parce qu'en plus, forcément, comme dans le coaching à distance, entre guillemets, hein, celui qui était le plus connu pour faire ce type de choses, c'est quand même Clément Marcoux, notamment avec ce qu'il fait avec Abdul. Et forcément, bah, il a réagi. Et donc, du coup, lui aussi, il est ouvert pour nous expliquer un peu sa philosophie. Et lui me disait, après, bah, tu rebondiras, Nico, parce qu'il me semble quand même que vous n'êtes pas du tout sur le même type de créneau, mais tu rebondiras et je te laisserai rebondir. Mais Clément me disait qu'au final, le fait d'être à distance, parfois, fait qu'il a encore plus investi que s'il était en direct, parce que son analyse se fait sur des vidéos qu'on lui envoie, et donc du coup, ça lui permet de faire des pauses, de revenir en arrière et de prendre le temps d'étudier un peu tout. Même si il admet, mais je le laisserai aussi hein, poser les mots sur la manière dont il veut, et j'ai pas envie de travestir ses propos, même s'il admet que quand tu fais du coaching à distance, de base, c'est quand même déjà un coaching qui est en mode dégradé. Entre guillemets, tu peux pas être à 100% comment dirais-je, de si tu étais sur place avec la personne. Après, lui, il indique quand même que la plus-value, c'est peut-être qu'au final, comme tu es à distance, bah, tu t'investis plus dans un travail d'analyse et que au final, tu peux en tirer quelque chose de positif. Après, lui, il reviendra là-dessus, notamment, il a dit qu'en tout cas, s'il trouvait le temps, il viendrait dans le podcast, mais ça l'a fait réagir. Donc toi, je sais pas si tu as envie de réagir, parce que moi, en réalité, j'ai pas grand-chose à dire sur Non, comment moi, dirais-je, sur le coaching à distance, hein, AB. Parce que Bah, en fait, moi, j'expliquais, tu sais, pour avoir suivi un épisode ou même plusieurs de podcasts, des interviews et tout, que le coaching, en tout cas la collaboration après Nicolas, tu es là justement pour nous en parler, qu'elle ne se faisait pas que en distanciel, mais plus en présentiel. Donc voilà, je vais te laisser. Moi, en fait, l'idée que je sois présent ce soir, c'était pour éclairer un petit peu, parce que je me suis rendu compte que même des gens qui sont relativement proches
de mon cercle, c'est-à-dire qu'on se connaît très bien, vous n'aviez pas forcément tous les tenants et les aboutissants du type de coaching qu'on fait Mhm. avec Benoît. Donc moi, la première des choses, c'est que bah, pour moi, moi, je fais pas du coaching à distance. Je considère pas que je fais du coaching à distance. Et je considère que plus je vois mon athlète, plus je passe de temps avec mon athlète, et mieux c'est pour moi et mieux c'est pour lui. Et c'est d'ailleurs l'idée que j'ai essayé de faire avec Nassourdine, par exemple. Nassourdine, au départ du projet, quand il me contacte, on parle de deux, trois séances dans la semaine. Rapidement, je me rends compte que bah, c'est pas possible. On ne peut pas aller loin, haut et fort et affronter le niveau des adversaires qu'on va affronter avec deux, trois séances comme ça en présentiel ensemble par semaine. Et donc, je comprends qu'il faut que je sois là bah, le plus possible. Et si on regarde les derniers camps d'entraînement, euh, je- on est ensemble tous les jours et certains jours deux fois par jour. Donc, je considère vraiment qu'on a besoin de passer du temps avec son athlète pour arriver à du très haut niveau. Et du coup, bah, sur Benoît, si tu veux, il y a une problématique de base qui se pose, c'est il habite à Bayonne et moi j'habite à Paris. Et j'ai tout un groupe, comme on vient de dire juste avant, qui est sur Paris qui, euh, qui me permet, j'ai un groupe avec lequel je travaille au quotidien, bah, que ce soit toi, Mika, ou que ce soit Wissem, ou que ce soit Alexis Barbosa, ou que ce soit Elias Mahmoudi, ou que ce soit les frères Bouganem, etc., etc. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais eux aussi vont combattre en mai. Il y en a un au Brave et l'autre au Warrior Fight Night si signe le contrat. C'est ça, je savais pas si ça avait été annoncé ou pas, mais Ouais. c'est pour ça que je suis toujours un peu. Mais voilà, donc eux aussi, ils seront sur la carte. Mais moi, ce panel de combattants avec qui je travaille, ce panel de coachs avec qui je travaille, si on parle de Maxime François, si on parle de François Maubert pour la récupération, si on parle de certains préparateurs physiques avec qui je travaille sur Paris, bah, ce cercle, ce réseau avec lequel je peux travailler sur Paris, bah, si je vais à Bayonne, bah, ce réseau, j'y ai plus accès. Et donc, de Mhm. base, dans le deal de on travaille ensemble, il y a tout de suite la question de bah, combien de temps on va passer à travailler ensemble sur Paris. Parce que le temps qu'on va passer à travailler ensemble sur Paris va déterminer la qualité des coachings que je vais pouvoir proposer, la qualité de la transmission que je vais pouvoir proposer, la qualité des sparring que je vais pouvoir proposer, etc., etc. Et donc, bah, la première chose, c'est qu'on fait un essai avec Benoît, on regarde un petit peu comment ça se passe, qui je peux lui proposer, où je peux lui proposer, etc. Et puis après discussion, on se rend vite compte que bah, la meilleure formule avec laquelle on peut travailler, c'est une formule dans laquelle, effectivement, une semaine, il est avec moi sur Paris, une semaine, il est à Bayonne, une semaine, il est avec moi sur Paris, une semaine, il est à Bayonne. Et donc, 2 semaines par mois, il est avec moi, et 2 semaines par mois, il est avec son entourage à Bayonne, avec lequel il travaille depuis longtemps. Et Ça, c'est l'option hors training camp, on est ça, d'accord. c'est l'option hors training camp. Et je dis une semaine, une semaine, une semaine, mais en vrai, on est flexible, on est des Mhm. humains, on est intelligent. Et donc, forcément, je prends l'exemple de ce qui se passe actuellement. Benoît, il est venu lundi dernier, il va repartir vendredi prochain. Donc, il est venu pour 2 semaines d'affilée. Parce que par rapport à son emploi du temps de ce mois-ci, ça l'arrange de faire plutôt 2 semaines d'affilée et ensuite faire 2 semaines à Bayonne que de faire 2 semaines, une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Euh, donc ça, c'était le premier élément. Dans cet élément, il y avait le truc, bah, il faut que tu ailles à Bayonne, tu vois, il faut que j'aille voir c'est quoi son environnement à Bayonne. Il faut que j'aille rencontrer ses coachs à Bayonne, il faut que j'aille discuter avec eux, il faut que je comprenne qui sont ses sparring partners là-bas, il faut qu'on mette en place des outils communs qui vont me permettre effectivement, quand je vais être à Paris, de continuer à comprendre ce qui se passe. Donc, on a des outils qui sont des données de préparation physique, tu vois, avec un cardio-fréquence-mètre où on sait combien de temps a duré la séance, combien de temps tu as passé en zone rouge, en zone bleue, en zone verte, etc., etc. Donc, ça, c'est des outils de monitoring de la charge, de récupération de la charge d'entraînement avec, par rapport à la préparation physique et par rapport à tous les entraînements qu'il fait. Et après, effectivement, comme le dit Clément, on a des outils vidéo, c'est-à-dire que les sparring sont filmés et à partir des sparring, on peut faire des retours vidéo, du coup en différé, pas en direct, mais on peut faire des retours vidéo là-dessus. Et puis ensuite, on a toujours cet outil qui est la capacité d'envoyer euh, des axes de travail pour dire j'aimerais que le travail s'oriente dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. J'aimerais qu'on travaille sur ce défaut ou voilà. Et des méthodes de travail générales. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la méthode de travail qu'on doit employer le plus possible, c'est la méthode avec des feedbacks rapides, des retours rapides. Et le retour, tu l'as quand tu fais beaucoup de mise en situation. C'est-à-dire que au lieu d'arriver et d'avoir des grands plans d'entraînement,
dans lesquels tu as prévu pendant des semaines, on va progresser comme ça, on va faire ça. Et ensuite, quand tu auras fait cette étape, tu vas comprendre que l'étranglement arrière, il faut faire ça, et après ça, et après ça. Bah, ce que j'aime bien, c'est on a vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien. On va essayer de le développer encore plus. On a vu qu'il y avait un truc que tu pourrais améliorer. On l'a vu par rapport à tes vidéos de combat, par rapport à tes vidéos d'entraînement. On essaye de l'améliorer. Et quand on essaye de l'améliorer, immédiatement, on crée des mises en situation, on crée des sparring dans lesquels on essaye ces situations, on filme les sparring et on essaye d'améliorer et de voir quelle est la meilleure solution pour toi dans ces sparring. Et ce que je fais, de la même manière que c'est ce qu'ils font eux à Bayonne, c'est que je filme un maximum d'entraînement sur Paris. Par exemple, quand on a fait le sparring avec Souleymane Sissoko, je filme. Les sparring avec Barbosa, je filme. Les mises en situation avec Barbosa, je filme. Les mises en situation de lutte, de contrôle de dos, etc., je filme tout ça. Je donne mes retours et j'envoie dans le groupe. Et l'idée, c'est que on ait une table commune dans laquelle tout le monde se pousse vers la même direction. Et mon rôle en tant que head coach, c'est de définir la direction et de changer cette direction quand il y a besoin de la changer ou de réorienter par rapport à ce que je vois concrètement sur le terrain. Donc, la méthode, c'est une semaine quand on est hors camp. Et dès qu'on arrive dans le camp d'entraînement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, OK, il y a une date de combat, 6 semaines avant la date de combat, une présence sur Paris au minimum du lundi au jeudi matin. Ça, c'est le minimum. Ça peut être plus, mais ça, c'est le minimum pour bien travailler. Et alors, ça, c'est une question que tu posais, Boulox ou Mika, la question du pourquoi du lundi au jeudi et la fatigue qui est liée au déplacement. Donc, je rebondis sur cette question. Et après, si vous avez des questions, vous me dites, bien sûr, les gars. Sinon, je pars dans un monologue qui peut être long. Mais vous me dites si vous avez des questions. Mais pourquoi du lundi au jeudi? Parce que globalement, moi, j'ai des semaines, tu connais Mika comment c'est, j'ai des entraînements qui sont durs, j'ai des semaines qui sont dures. Et donc, globalement, j'ai plus tendance à faire des semaines, c'est dur, 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 dur. Et en fin de semaine, bah, en général, le vendredi, il y a moins de monde à la salle parce que tout le monde est fatigué de la semaine. Et en fin de semaine, j'adapte parce que les mecs sont fatigués. Et donc, je fais des entraînements un peu moins durs en fin de semaine que je préserve les entraînements durs pour la fin de semaine. Et du coup, en début de semaine, c'est facile. Et dans cette configuration-là, quand j'ai fait mes 2 entraînements du lundi, mes 2 entraînements du mardi, mes 2 entraînements du mercredi, bah, globalement, si j'ai fait une séance le jeudi matin, qui est une séance plutôt technique, plutôt voilà, un rappel comme ça, si le jeudi midi, il part, et que nous, on est dans le 94, c'est-à-dire que le Mamoudi Gym, c'est à Bonneuil. Rungis, c'est dans le 94, je crois. Ouais, 94, c'est bien Rungis, ça, Ouais, ouais. si, c'est ça. 94. L'aéroport d'Orly, c'est dans le 94. Donc, on mêle tout ça. Il prend l'avion à Orly. 1 heure après, il est à Bayonne. Et c'est-à-dire que jeudi après-midi, il peut être à Bayonne. Lui, il peut avoir ses repères aussi parce qu'il a des soins à Bayonne, il a son préparateur physique, il a son coach de sol, il a son coach de MMA à Bayonne. Et donc, il peut faire des petits retours techniques sur ce qu'on a travaillé de manière dure pendant la semaine. Il peut faire des petits retours techniques, passer du temps auprès de sa famille, passer du temps auprès de sa petite fille et se ressourcer, se revitaliser et revenir le dimanche soir en étant en pleine forme pour l'entraînement du lundi matin. Et moi, je considère que s'il a fait du lundi au jeudi matin et qu'on a bien travaillé, ça ne veut pas dire que la semaine, elle s'arrête pour lui le jeudi matin. Mais ça veut dire que si on a bien travaillé ensemble du lundi au jeudi matin, ça ne me dérange pas que le jeudi après-midi, vendredi et samedi, dimanche, tu sois chez toi. Et pourquoi le jeudi matin et pas le mercredi soir? Parce que sinon, ça nous fait louper. En fait, le mercredi, on aurait pu dire mercredi après-midi, tu retournes à Bayonne. Mais en fait, ça me fait rater 2 séances. Alors que quand il retourne le jeudi à midi ou après-midi, bah finalement, je peux gratter la séance du mercredi soir, qui est une séance qui est importante pour moi, et la séance du jeudi matin, qui peut être une séance technique, tu vois, par exemple avec Luis Mariano à l'INSEP, il peut faire les pattes d'ours, des trucs comme ça. C'est pas trop fatigant, il n'y a pas de risque, mais c'est une séance qui est importante pour nous. Ouais, Ok. généralement, en gros, bon, je pense comme beaucoup d'athlètes, hein, on démarre fort les débuts de semaine, vu qu'il y a le week-end et qu'on est assez frais, et au fil de la semaine, on baisse la cadence. Donc, c'est pour ça que tu choisis aussi du lundi au jeudi, quoi, comme tu l'as expliqué. Exactement, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai 3 questions. Bah, je vais pas te les noyer de questions. Le premier, on est bien d'accord que même si le principe est fait qu'on est à l'optimum dans cette situation, on reste dans une situation, je dis bien entre guillemets, dégradée. C'est-à-dire que rien ne remplace le fait d'être présent 7 sur 7, 24 sur 24, parce que on est d'accord que c'est mieux d'être présent avec son athlète. Ou c'est ça, c'est ma première question. Juste pour Ouais. voir toi. Ouais, 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 si j'avais le choix, bien évidemment, j'aurais Benoît avec moi tout le temps.
Euh, pour autant, je pense qu'on peut très très bien travailler comme ça si on le fait de manière intelligente. C'est-à-dire que les semaines à Bayonne, on sait qu'il y a un niveau d'opposition qui est un peu plus faible. On en profite pour travailler ses points faibles, pour travailler d'un point de vue technique, pour mieux travailler dans ce sens-là. Et sur les semaines à Paris, on sait que l'opposition est plus forte. Et c'est plus des semaines où on va plus tester des choses et voir si ça fonctionne ou pas et passer du temps ensemble. Et le fait Et aussi qu'on ait ces 6 semaines, ça c'était un truc qui était vraiment important, hein, tu sais, dans la, entre guillemets, négociation avec Benoît, en fait, dans le contrat qu'on s'est fixé l'un vis-à-vis de l'autre, cet engagement d'avoir beaucoup de temps à l'approche d'un camp d'entraînement, ça c'était une donnée qui était très importante pour moi, parce que c'est le moment où il faut faire vraiment beaucoup de spécifiques, et je voulais pas qu'on alterne une semaine sur deux sur une séance aussi lointaine aussi proche, pardon, du combat. pour préciser aux auditeurs, quand tu dis contrat, il parle d'un contrat moral, C'est c'est-à-dire ça. c'est un contrat moral, c'est expliciter un peu les contraintes de chacun et de les accepter. Donc en tout cas, ça c'était ma première question. La deuxième question, je reviens un peu sur la méthode agilité entre guillemets, c'est-à-dire de dire que on fixe des caps. Effectivement, on vise pas très long terme parce que dans le cadre d'une prépa, on vise plutôt moyen terme, voire objectif court terme. Et plus on acquiert la compétence et à la rigueur, bah, plus on passe à autre chose. On peut même parfois être agréablement surpris, c'est-à-dire que quelque chose qu'on pensait acquérir en 2 mois, bah, en fait, en une semaine, on voit que c'est acquis, tu vois, enfin, j'imagine. Et le fait justement, est-ce que là, ça peut pas être intéressant de se dire que quand il est à distance, un peu comme Marco disait au final, ce qui va ressortir de positif, c'est que tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps à analyser les vidéos et à la rigueur, voir peut-être des choses que tu n'aurais pas forcément vues si tu étais en direct. Ou est-ce que ça, pour l'instant, tu n'as pas eu encore En- ce retour? je dirais non quand même parce que bah, la première des choses, c'est que moi, je filme déjà beaucoup. Je filme déjà beaucoup, je visionne déjà beaucoup. Donc, sur ça, je dirais non. En plus, j'ai un truc en direct, c'est que je peux modifier tout de suite l'information. Et donc, je peux tout de suite modifier soit le thème de travail, soit la façon de travailler. En fait, sur un chemin avec des hypothèses et des oui-non, tu sais, si tu dessines un arbre où tu dis on va tester ça, ah ça marche pas, on va tester ça, ah ça marche, on va continuer vers ça, bah tout ça, je peux le faire en temps réel quand je suis avec le mec. Quand je suis loin, bah je peux pas le faire en temps réel parce que je suis obligé d'attendre la fin de la vidéo, donner des choses, espérer que le canal de communication il fasse en sorte que ce soit compris. Et c'est pas forcément facile à distance, donc j'envoie des vidéos de thèmes que je pense qui ressemblent et d'exemples, etc. Et donc tout ça, c'est un process qui est quand même chronophage, qui prend du temps et qui est pas forcément. Donc non, je dirais que ça favorise pas ça. Je dirais que c'est un outil qui est intéressant, la vidéo, qui est très intéressant, qui est très chronophage aussi, qui prend beaucoup de temps. Et je dirais que cet outil, il a deux axes, trois axes même. Il y a toi en tant que coach, tu peux re-regarder des séquences parce que parfois dans le feu de l'action de la séquence, bah, en fait, tu t'es pas rendu compte de ce qui s'est passé. Parfois, toi-même, tu n'as pas vu le piège. Et puis tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu dis, ah ok, j'ai compris. En fait, tu as, le bras droit qui baisse systématiquement quand il te met une feinte. Donc ça, c'est la première chose. Il y a deux, je les donne à mon athlète. Et ça, on sous-estime ça. Mais c'est très, très fort. Parce que quand ton athlète, il regarde lui-même, ton athlète, il n'est pas bête. La réalité, c'est que quand tu es arrivé à haut niveau, tu comprends le MMA. Et donc, si je te montre une vidéo et que tu prends le temps de te regarder, très souvent, toi-même, tu vas comprendre ce que le coach il te disait. Et c'est juste que quand tu le faisais, tu t'étais pas visualisé le faire. Mais dès que tu te vois, tu vas dire, ah ouais, en fait, non, ouais, c'est vrai. Je disais ça au coach tout à l'heure, mais en fait, c'est vrai, quand je mets la jambe là, bah, ça n'a pas de sens parce que je perds les mains et du coup, je suis en train de perdre le gars. Donc, quand il me disait, ne mets pas la jambe, mets plutôt le poids vers l'avant, bah, ça y est, j'ai compris qu'il faut que je mette le poids vers l'avant. Et donc, tu vois la vidéo, toi-même, tu comprends, tu dis, wow. Et d'ailleurs, je pense que vous-même, vous connaissez cette sensation. Tu as l'impression d'être fort quand tu fais un sparring. Tu regardes une vidéo de ton sparring ou de ton combat, tu dis, mais comment je peux Et être. dégoûté. C'est horrible, C'est vrai. atroce. On n'a pas envie. Et je sais qu'avec quelqu'un comme Nassourdine, par exemple, il déteste regarder les vidéos. C'est une forme. Quand il me voit sortir le PC en début de cours, c'est une forme de punition pour lui. Il se dit, ça y est, on va regarder une vidéo, ça va être chiant. Il va revenir sur tel détail ou tel truc. C'est une forme de punition. Il déteste ça. Et donc, je pense que c'est intéressant pour l'athlète et c'est intéressant pour le staff parce que avoir une vision commune avec l'ensemble du staff, je pense que c'est primordial.
Et donc, avoir la vidéo où tu coaches et où tu vois le truc et tu fais un retour sur la vidéo, bah, ça permet à tout le monde de comprendre vraiment vers où tu veux aller. Et donc, non, non et oui en même temps, le présentiel vaut plus que tout le Ah, reste. forcément, ça, il n'y a même pas de débat. Ouais. Voilà, Mais même. c'est surtout que la vidéo, moi, je trouve le plus dangereux dans une vidéo, et on le voit parfois dans des images qui fuitent d'un sparring ou pas, c'est qu'en fait, on en oublie qu'il y a une charge de travail. C'est-à-dire que si tu décontextualises la vidéo qui a été faite, bah, en fait, tu peux vite tirer des conclusions qu'on concrètement rien à voir. Parce que d'une, tu connais pas forcément les consignes qui ont été données à l'athlète au moment où la vidéo a été prise. Tu connais pas la charge d'entraînement qui a été faite avant. Et en fait, quand parfois une vidéo qui tombe entre les mains comme ça, si t'as pas le contexte, tu peux rien en faire en réalité, même si ça te donne un indicateur, hein. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord que pour moi, rien ne vaut le Ouais. présentiel. Et Nico, toi qui as une approche très méthodique dans ta manière d'enseigner, et Benoît, on va dire, qui est plus connu pour son côté bagarreur, d'aller vers l'avant, d'aller à la guerre, comment est-ce qu'on fait, on va dire, pour s'imposer? Parce que forcément, tu restes le hit coach, on est bien d'accord, c'est toi qui cimente tout entre les coachs, etc. Donc forcément, même si t'es aussi dans la communication, dans le fait d'avoir le ressenti de l'athlète, comment, on va dire, est-ce que tu es pour imposer ta méthodologie d'entraînement? Surtout quand lui, il a été formé à une manière de faire depuis très longtemps. Je pense que c'est assez drôle d'ailleurs parce que Benoît, il est à l'entraînement, il est assez méthodique en fait. Il réfléchit, il fait plein de choix, il réfléchit beaucoup à ce qu'il fait, il fait beaucoup de retours d'expérience sur ce qu'il a fait. Il va dire dans le sparring, j'ai fait ça, à tel moment j'ai fait ça, je voulais faire ça, mais là je voulais faire ça, mais effectivement, ah ouais, ce point. Donc en vrai, le Benoît de l'entraînement, le Benoît du combat, il y a vraiment un monde entre les deux. Et un des challenges, justement, je pense au contraire, ça va être de bridger ce monde et de faire en sorte que euh, on ait ces moments très techniques, tactiques, ça on les a déjà à l'entraînement. Et il y a des moments, quand on va s'approcher de ces dates de combat, bah, il y a des moments où on va aller au Venom, on va se mettre dans la cage et je vais recréer des conditions de combat. Et c'est là où on va travailler sur le coaching, l'écoute du coaching, parce qu'il y a à quel point tu écoutes, mais à quel point tu comprends ce que je dis. Tu vois, à quel point le langage, on parle la même chose, on parle du même langage. Et c'est là qu'on va travailler beaucoup sur tout ça, quand on va faire toutes ces mises en situation qui vont s'apparenter vraiment au combat et dans lesquelles l'intensité elle va être vraiment très très haute. Pour l'instant, si tu veux, on a des entraînements avec, oui, de la haute intensité, mais t'as pas le Benoît que tu retrouves en combat où tu sens vraiment qu'il, quand on dit qu'il rentre dans la cage et qu'il est prêt à mourir dans la cage, je pense que vraiment c'est son état d'esprit, tu vois. Et à l'entraînement, il est pas comme ça. Voilà, il va mettre de l'engagement physique, mais il met pas cet engagement physique-là. Et du coup, je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle cette fatigue qu'il a en combat, il l'a pas forcément à l'entraînement. Jusqu'à présent, en tout cas, il l'avait pas forcément à l'entraînement. Alors, je pense qu'il l'avait plus à l'époque où il était sur Paris et qui tournait beaucoup avec Jorik et avec Mathieu, parce que, bah, en fait, tu tournes avec Jorik et avec Mathieu, même si en termes de niveau, Benoît, il est à un niveau, je veux dire, niveau, Ah ouais. Techniquement, ouais. niveau d'affrontement qui est beaucoup plus élevé. Pour autant, le niveau physique de Jorik ou d'un Mathieu fait que quand tu es à 70 kilos et que tu tournes au quotidien, tes partenaires d'entraînement principaux, c'est Mathieu, Leto et Jorik, bah forcément, tu Ça vas, use. tu vas mettre de l'intensité dans tes entraînements. Et donc, je pense qu'il y avait une forme de compensation qui se faisait avec ça, tu vois, avec ce travail-là. Moi, Et je rebondis là-dessus, mais c'est pas une question. C'est plus quelque chose que je constate chez les coachs, notamment sur les formats amateurs quand je commente les événements. Attention à pas confondre parfois l'intelligence de combat de certains combattants, où on insulte un peu l'intelligence de combat en disant il n'a pas fait ce que j'ai dit, et alors qu'en fait, c'est les coachs qui demandent des consignes à leurs combattants parce qu'ils les connaissent pas assez bien et qui leur demandent des choses qu'ils sont pas en mesure de faire ou en capacité de faire parce que techniquement, ils sont trop limités. Et ça, je le vois beaucoup sur les formats amateurs. Attention aux coachs qui demandent aux combattants des choses que les combattants ne savent pas faire. Ça, c'est vraiment des choses que je ouais. revois beaucoup, Ça beaucoup, existe à beaucoup tous sur les les niveaux, formats Mika. amateurs. Mika, ça Ouais, oui, existe à tous les oui. niveaux. Après, c'est pour pas froisser, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur le format amateur. Et après, ma troisième et dernière question sur tout ce que tu as dit, et là, c'est plus à niveau général, c'est pas forcément en lien avec Benoît. Je trouve que parfois, je sais pas si tu as cette vision-là,
sur le MMA, on a cette volonté d'aller se confronter aux meilleurs dans chacune des disciplines. C'est-à-dire que quand on est en lutte, on a envie d'avoir le meilleur lutteur. Quand on va en boxe anglaise, on a envie d'avoir le meilleur gars en boxe anglaise. Quand on veut, et moi, avec l'expérience peut-être, ou même moi, j'ai l'impression que ce format-là, il ne me va pas trop. Parce que des fois, quand tu tombes avec des élites dans leur sport, tout à l'heure, tu citais le gars en anglaise. Comme Sissoko. Voilà, par exemple, si je fais un sparring avec lui, il va tellement me boire que ça va même pas être ni drôle pour moi. Ça va être tellement, genre, il va tellement s'amuser avec moi en boxe anglaise qu'au final, je vais rien en tirer bon. Et justement, sur cette vision-là, qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui en MMA? Qu'est-ce qui est utile selon toi? Est-ce que c'est utile d'aller se confronter justement à l'élite de chacune des disciplines ou plutôt de les avoir en coach et de faire des sparring avec des gars plus ou moins de notre niveau? Comment Euh, tu vois la chose? En fait, je pense que ma théorie sur l'entraînement, c'est que je veux te proposer, idéalement, hein, je veux te proposer un niveau d'opposition qui sort le meilleur de toi, mais pas un niveau d'opposition qui te noie, comme tu dis. C'est-à-dire que j'essaie de créer un environnement dans lequel il y a suffisamment de challenge pour que soit tu es battu, soit tu as une possibilité de gagner, mais pas quelque chose qui est ni trop bas. En tout cas, pas si je travaille sur tes points forts. Ça peut être très bas si je travaille sur tes faiblesses. Et dans ce cas-là, c'est parce que je t'ai mis dans un contexte particulier. Mais si on est sur un sparring MMA général, si on est sur un sparring assez libre, je veux pas quelque chose de trop bas parce qu'on voit pas ton niveau, tu progresses pas. Et je veux pas quelque chose de trop haut bah parce que, en fait, on n'en tire rien. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, l'élite du MMA, je prends l'exemple d'un Assourdini Mavov, Ouais, mais qui est l'élite du MMA. l'élite du C'est MMA. vraiment, ouais. Bah, en fait, je suis obligé. Je suis obligé parce Ouais. que Parce euh, que, si je veux lui proposer de l'anglais, je suis obligé de prendre les meilleurs boxeurs de France. Si je veux lui proposer alors, de France. Tu vois, par exemple, je te dis en boxe anglaise, de France, on a fait un gros sparring, un beau sparring avec Yoré. Yoré, il est troisième au championnat d'Europe. Donc, tu vois, là, ça commence à être du niveau européen, international. Mais amateur, je ne sais pas comment ça se passerait en niveau pro, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, sur la lutte, bah, on fait avec Mahmoud, que ce soit pour Benoît, que ce soit pour Nassour. Donc Mahmoud, il a fait cinquième au monde de lutte, donc c'est du très haut niveau. Sur le pied-point, bah, on peut penser à Barbosa, qui peut faire avec les deux. Donc en vrai, souvent on va titiller l'élite, on va aller chercher l'élite, euh, mais ils sont forts, quoi. Donc ouais, ouais, non, mais. ils arrivent à s'en sortir contre l'élite. Ils arrivent à faire des belles choses contre l'élite. Maintenant, s'ils étaient dépassés, bah, on irait chercher des niveaux en dessous pour pouvoir plus progresser, pour pouvoir plus travailler. L'idée, c'est d'aller chercher le juste niveau pour progresser. Comme tu dis, c'est pas le plus, le mieux nécessairement, mais c'est le juste niveau. Et après, bah, on a la chance d'avoir en Île-de-France, moi je le dis souvent, hein, en Île-de-France, on a une réunion de talents qui est simplement exceptionnelle et qui fait que bah, toi, Mika, quand tu viens à la salle, tu peux faire du sol avec Reda Meptouche et 2 minutes après, tu peux faire du pied-point avec Yacine Bouganem. Ah Et non, clairement. ça, c'est une chance pour moi qu'on puisse se tester face à du très haut niveau dans des disciplines. Et le fait que le très haut niveau, en réalité, le très haut niveau de MMA, souvent se débrouille plutôt bien face au très haut niveau des disciplines singulières. Et si tu veux mon interprétation pour aller plus loin là-dedans, je pense que l'argent fait que aujourd'hui, quand tu as du talent dans un sport de combat et que globalement, bah, tu aurais pu faire pas mal, tu vois, un mec comme Saladin Parnasse, peut-être qu'il aurait pu faire une carrière en boxe, peut-être qu'il aurait pu faire une carrière en pied-point, j'en suis convaincu. Euh, Certainement que s'il avait fait du grappe, il aurait été à bon niveau. Euh, il fait du MMA, pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, pour lui, c'est dans le MMA qu'il y a le plus d'argent. Et donc, bah, il aurait pu faire une carrière dans d'autres sports, mais comme c'est dans le MMA qu'il y a le plus d'argent, il fait dans le MMA. Si demain, tu inverses la tendance et tu dis en boxe pied-point, il y a beaucoup plus d'argent que dans le MMA, bah, ça se trouve, Saladin Parnasse, il arrête sa carrière de MMA et il fait que du pied-point. Et d'ailleurs, Saladin Parnasse, j'exclus, à mon avis, il ne faut pas exclure le fait il aille en boxe anglaise, à mon Et avis, hein. tu vois, Ah, mais ils l'ont dit à plusieurs reprises, hein. voilà, Ouais, il ouais. peut aller en boxe anglaise un jour. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait l'argent dans le MMA euh, fait que les gens les plus doués doués dans les sports de combat vont vers le MMA.
les plus assidus performent, le niveau de compétition il est le plus élevé, et donc fatalement, même si les spécialistes sont plus forts quand même, on va pas se mentir, ils sont plus forts, mais globalement, les meilleurs du monde du MMA arrivent à rivaliser avec des gens très bons dans leur spécialité. Il y a quelque chose de nouveau, et tu as raison de le dire, c'était qu'à l'époque, il y a 10 ans en arrière, c'est nous qui allions beaucoup chercher cette compétence et maintenant on a la chance d'avoir un sport qui attire justement les champions de pied-point, les champions de lutte, etc. Et ce qui fait que parfois on n'a même pas forcément besoin d'aller dans une salle de lutte parce qu'en fait c'est les lutteurs qui viennent se convertir au MMA et du coup on a des sparring de grande qualité qui viennent de disciplines comme ça, unidimensionnelles, mais qui apportent leur pierre à l'édifice. Et du coup, je le vois, moi, entre les combattants, je vois des progressions assez, notamment au niveau amateur, je vois que ça va beaucoup plus vite en termes d'apprentissage aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, Et, on a parlé tout à l'heure avec, ouais, en off. avec Boulox, il y a un niveau chez des jeunes amateurs, ils sont super complets, ils boxent, ils luttent, ils vont au sol, c'est super fort. Pour moi, le seul truc qui manque en France à l'heure actuelle, qui nous manque, c'est en tout cas, moi, ce que je vois à mon échelle dans ma salle, c'est des lutteurs de MMA. Des lutteurs, on a. Des combattants de MMA, on a. Des lutteurs de MMA, c'est le profil le plus dur à trouver, je trouve, aujourd'hui, en Île-de-France. Et tu sais, ce qui manque aussi, Nico, et ça, c'est pas à négliger, c'est que même les salles qu'on a en France sont beaucoup de salles de pieds-points, etc., initialement, et on n'a pas des salles dans une configuration qui est faite pour aller lutter, etc. C'est-à-dire que dans les salles qu'on a et qui sont bâties aujourd'hui, donc c'est un peu nos infrastructures, et ben c'est pas des salles avec des grands pans de murs dans lesquels on peut beaucoup travailler, etc. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver, parce que faut quand même pas oublier que le MMA est un sport neuf, mais nos infrastructures aussi ne sont pas totalement adaptées pour pratiquer le MMA à son niveau optimum. Ouais, totalement d'accord. Nico, ma question, c'était aussi, selon toi, c'est quoi aujourd'hui la plus grosse force de Benoît, techniquement, dans sa manière de combattre, et on va dire le domaine où il performe le moins actuellement, et que tu trouves qu'il y a une marge de progression à avoir? Benoît, il a un sol qui est incroyable. Il a Alors déjà, sa capacité à amener au sol, elle est vraiment impressionnante. C'est-à-dire que quand tu regardes comment il amène au sol Thiago Moïse, c'est un mec quand même qui a réussi à amener au sol Islam Makhachev. Quand tu vois comment il amène au sol facilement Dustin Poirier, de multiples fois. Dustin Poirier, quand il vient dans le combat, il sait que la force de Benoît, le danger que peut proposer Benoît, c'est l'amener au sol. Malgré ça, il l'emmène au sol, je sais pas, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors il y en a qui vont dire oui, mais non, c'est parce qu'il tente la guillotine. Oui, c'est parce qu'il tente la guillotine. Mais il y a aussi un travail de Benoît qui est fait pour créer l'amener au sol. Et ensuite, Benoît, il prend son dos, il se retrouve dans le dos, il a 2 doigts de l'étrangler. Donc sur cette phase-là, la capacité à amener au sol et la capacité à étrangler, Benoît, il est extraordinaire. Ensuite, euh, il a un niveau technique en pied-point sur lequel il y a énormément de progrès à faire sur la technicité du pied-point, notamment sur la technicité de l'anglaise. Il a un bon middle kick, il a une bonne jambe arrière parce qu'il a des bonnes capacités athlétiques. Il a une belle forme de corps, tu vois, il envoie un beau middle. Mais après, il y a un gros travail à faire, bien évidemment, sur l'anglaise, sur le pied-point. Et je pense qu'il y a une grosse marge de progression sur cet aspect-là. Et après, la plus grande force de Benoît, bah, c'est sa capacité à donner 100% de son énergie dès le début du combat. C'est-à-dire que c'est à la fois sa force et à la fois sa faiblesse. C'est-à-dire que cette capacité à donner autant d'énergie dans une fraction de seconde, bah, vous le savez parce que vous êtes combattant, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y en a qui démarrent rapidement, il y en a qui démarrent lentement. Shimaev, pour donner un exemple que les gens connaissent bien, sa plus grande force, c'est ça aussi, c'est de pouvoir tout donner dans le premier round. Mais sa plus grande faiblesse, c'est de faire des deuxième et troisième rounds qui sont bof parce qu'il a tout donné dans le premier round. Bah, Benoît, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il donne tellement d'énergie dans le premier que le deuxième, le troisième, bah, c'est moins fort. Donc, bah, nous, ce qu'on doit faire, enfin moi, ce que je dois faire, c'est donner des outils à Benoît pour que, tu sais quoi, au moment où tu es fatigué, comment tu fais? Eh ben, je vais te donner des outils pour que quand tu sois fatigué, tu aies des options pour être meilleur quand tu es fatigué. Et puis après, il y a d'autres choses, dont je ne parle pas là parce qu'on ne va pas donner toutes les billes, mais il y a des axes de progression qui sont très intéressants sur des mi-distances, sur des formes de clinch, etc., où je pense qu'on a encore des très, très grands progrès à faire et qui peuvent être très, très, très intéressants.
Et Nico, je t'entendais soit parler sur un tweet, enfin, je t'ai vu soit tweeter, soit un podcast. Franchement, je sais pas parce que je vois tellement de choses. Et tu disais qu'entre guillemets, toi, ton appréhension, c'était le temps. En tout cas, au Ouais, début de votre collaboration. Selon toi, c'est quoi le temps idéal pour commencer en tout cas à voir les progrès chez Benoît? c'est Après, dur je sais à que dire. ouais, C'est dur à dire. Moi, je le vois progresser là, mais tu sais, entre le progrès que tu as à l'entraînement versus le progrès que tu as le jour du combat, ouais. le transfert que tu as entre l'un et l'autre, l'exécution dans le moment de stress, etc., c'est dur à dire. Là, tu sais, c'est comme quand j'ai recommencé à travailler avec Nassourdine et qu'on me disait comment, je sais pas, je sais ce que je fais au quotidien, à quel point il va y avoir un transfert entre ce que je fais et ce qu'il va y avoir dans la cage le jour J, j'espère le plus possible, mais à quel point, je sais pas. Et donc, effectivement, notre plus grand facteur, notre plus grand ennemi, c'est le temps. Mhm. C'est-à-dire que plus ce temps est court et moins c'est favorable pour nous, plus on va passer de temps ensemble, plus on va avoir le temps de travailler, plus on va avoir le temps de se comprendre, plus on va avoir le temps de progresser, mieux c'est. Mais c'est quand même une courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'une courbe de Gauss, ça monte comme ça, puis ça redescend. Le plus grand ennemi, c'est le temps, mais en même temps, si on attend trop longtemps, c'est pas bon non plus. Et moi, ce que je disais, c'est que revenir à l'UFC Paris en septembre, pour moi, c'est une mauvaise idée. Parce que tu reviens à Paris, probablement co-main event ou co-main event, ou tu vois, proche du main event. Tu es une resta, tu es attendu par tout le monde. C'est un combat de retour. Je pense que c'est bien de faire un combat de retour avant, ailleurs, pardon, dans un autre pays, aller chercher un combat de retour, si possible, un combat qui n'est pas trop dur dans un premier temps. Maintenant, j'entends plein de gens qui commentent, il faudrait ça, il faudrait ça. Les gars, c'est gentil, c'est bien, mais on ne choisit pas. La réalité, c'est que l'UFC va nous proposer quelque chose et il y a 99% de chances qu'on accepte ce qu'il nous propose et que nous, ensuite, on mette en place le plan pour gagner par rapport à ce qu'il nous propose. Mais on n'est pas dans une position, quand tu sors de deux défaites, tu n'es pas dans une position où tu peux dire, moi, ce que je veux, c'est ça ou ça. Déjà, si tu arrives à combattre à peu près quand tu veux combattre et que tu as un adversaire qui ressemble plus ou moins à ce que tu veux, tu es bien. Le Oui. choix, Je te rejoins totalement sur plein de choses, je vais rebondir, mais c'est même pas des questions. C'est la première chose. Je pense que l'effet Conor McGregor, il y a aussi une jurisprudence à l'UFC, c'est qu'aucun athlète ne doit être plus fort que l'UFC. Et ça, ils l'ont bien compris, l'UFC. Et je peux vous assurer que quand l'UFC vous dit quelque chose, vous n'êtes pas forcément en mesure de pouvoir refuser, ou alors ils acceptent votre décision, mais ils vous font payer le prix un peu fort. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un combattant inactif, c'est un combattant sans revenu. Ça, c'est la première chose. J'insiste aussi là-dessus. Vous, quand vous entendez 6 mois, bah, vous avez le sentiment que c'est juste 6 mois. Ouais, mais pendant 6 mois, Benoît, il a que ses sponsors. Et à un moment donné, bah, les sponsors, quand ils payent, ils peuvent s'essouffler de devoir payer un combattant qui est sur deux défaites et en plus de ça, qui ne combat pas. Parce que faut pas oublier, hein, c'est la réalité du sport de haut niveau, c'est pas un monde de bisounours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le temps, c'est ton ennemi, tu le dis, et ça, c'est assez logique, mais j'ai envie de te dire, à chaque fois que tu vas avoir un nouveau combattant, ou même quand tu as une prépa qui se fait dans un délai un peu court, tu as toujours, le temps, c'est toujours ton ennemi. Pour les régimes qui ne se passent pas comme on le veut, quand tu as une petite blessure lors d'une prépa physique, bah, tu es obligé de t'adapter, le temps est ton ennemi. Et je pense que le meilleur ami que tu as face à cet ennemi, c'est un peu la méthode que tu utilises, et ça, je te reconnais ça en qualité, c'est que t'es pas le coach qui vient avec une certitude. Tu sais te remettre en question et tu le dis, c'est même pas que tu te remets en question, c'est que tu acceptes d'être dans l'agilité. C'est-à-dire que tu viens pas avec un scénario tout écrit. Au contraire, tu fais un scénario, t'objectives, t'ambitionnes des choses, mais tu sais adapter les choses. Et des fois, comme je dis, tu peux être agréablement surpris et du coup, tu vas aller plus vite sur un axe et tu vas prendre du retard sur un autre, peu importe. Mais je pense que face au temps, faut jamais, jamais oublier qu'on est toujours en mesure de s'adapter. Et je pense que c'est la meilleure réponse que tu peux avoir dans quelque chose qui est incompressible, c'est-à-dire le délai. Et ben, tu as cette qualité-là, c'est de pouvoir, par agilité, de gagner du temps sur des choses et d'aller plus vite de mettre en place un protocole qui fait que tu seras toujours à l'optimum de ce délai, en fait. Voilà, c'était juste Et puis mes même observations. au-delà de l'aspect financier, bah, tu vois, par exemple, Benoît, lorsqu'il a combattu à l'UFC Paris, je crois qu'il était 11e. Entre-temps, il y a de l'inactivité, tu as d'autres athlètes qui montent et tu perds des places. Et la réalité, c'est que tant que tu n'as pas combattu, même si l'entraînement il se passe à merveille, tu sais pas où vraiment où est-ce que tu en es dans la cage. C'est aussi la réalité du combat. Donc c'est vrai que ça englobe pas mal de facteurs. Et, et
Ouais. Vas-y, Ebi, pardon. Bah non, ça y est, tu m'as coupé. Non, j'allais dire, quand tu regardes la KT des 70 Ouais. kilos et que tu vois Nasrat qui est pas encore dans le top 15, que tu as Telad qui est pas dans le top 15, que tu vois Fares Ziam qui est pas dans le top 15, que tu vois des mecs comme Plein qui sont pas dans le top 15, euh, c'est une KT de la mort. Quand tu vois Fiziev qui est numéro 12, tu vois le combat qu'il a fait contre Gaji ce week-end. Franchement, et tu vois le niveau d'intensité du combat, franchement, il faut avoir conscience que d'être dans le top 15 de cette catégorie-là, c'est vraiment la machine à laver. Ouais. C'est pas une, quand tu arrives à ce niveau-là de compétition, c'est violent. Il n'y a C'est pas de vraiment combat du facile. violent. C'est ce que j'essaie de dire aux Ouais. gens. Il n'y a pas de combat facile. Le prochain combat de Benoît, ce sera un challenge, quoi qu'il arrive, quel Là, que soit. comment il s'appelle le Brésilien là, Qu'il qui a avait mis un call KO out. extra? Ah, Refi? Ruffy, ouais. Refi? Ruffy. Ouais, et ben voilà, lui, il Ouais. m'a impressionné. Faut Ouais. dire ce qu'il est. Il m'a vraiment impressionné ce week-end. Donc, Mais, pas non, mais facile. ma question que je voulais te poser, c'est que bon, je sais que Nico, voilà, on a du mal à te tirer les verres du nez, mais est-ce qu'il y a une probabilité en tout cas de voir Benoît le G-May, parce qu'on sait qu'il y a eu cette information-là qui a fuité de je ne sais quel compte, en tout cas d'un média américain contre Alvarez, le G-May. Comme je te l'ai dit en off, Boulox, quand tu m'as déjà posé la question, On n'est plus en off là, c'est pas pareil. on a, on a absolument rien de confirmé pour l'instant. Il y a des Euh, probabilités? Bah, il y a des probabilités pour tout, hein. Tu sais, une probabilité, ça peut être de 0 à 100. Donc, fatalement, en termes de statistiques, il y a toujours des probabilités. Maintenant, la probabilité de cet événement, je ne peux pas te la donner, puisque, comme je t'ai dit, pour l'instant, on n'a rien signé. Et Euh, toi, tu penses que c'est un bon match-up, en tout cas, si ce combat il a lieu, Quel et combat? contre Alvarez, le G-May, en tout cas, si cette proposition, elle s'avère, on va dire, officielle, et même en termes de timing. Alors, il y a deux choses. Tu me poses deux questions à la fois. La première question, c'est est-ce que le timing du 10 mai, ce serait un bon timing? Je pense que c'est pas un mauvais timing le 10 mai. Mhm. Parce que c'est une carte francophone. Parce que c'est une carte francophone, parce que c'est Mhm. pas tout de suite, mais c'est pas trop trop loin non plus. Parce qu'après, quand tu combats trop loin, pour combattre à l'UFC Paris, c'est compliqué. Et Ouais. combattre à l'UFC Paris, c'est important, tu vois. Donc en gros, t'as une phase où tu peux combattre jusqu'à juin, peut-être juillet, mais même juillet, ça commence à être un peu tard. Et après, tu es hors de l'UFC Paris, tu vois. Donc, donc c'est une date qui est pas trop mal pour répondre à ta première question. Et pour répondre à la deuxième question, Alvarez, c'est un adversaire qui est très fort. Euh, voilà. Il On est n'en dur, saura Nico. pas plus. Comme tous les adversaires peuvent être déjoués Non, mais au en plus, deuxième tu sais temps. que Voilà. avec la victoire ce week-end de Ruffy, on parlait du top 15, et je pense que mardi, suite à l'actualisation des classements, il y a de fortes chances que Benoît sorte du classement, hein. Ouais. Mais tu sais, en Je- fait, pour revenir sur le truc d'Alvarez qui est fort, en fait, j'ai compris avec Nassour que quand tu es à l'UFC, tu ne te poses pas la question de est-ce que l'adversaire il est fort ou pas. Et quand tu es à l'UFC et que tu es proche du top 10, tu vas affronter que des tueurs. Et en fait, moi, je cauchemardais sur Dolidze, sur une séquence qu'il faisait à partir de la K-Guard, où quand la séquence a commencé, ça y est, t'es mort, t'es fou. Enfin, c'est très, très dur de sortir de cette séquence. Et donc, Dolidze, il y avait certaines problématiques. Cannonier, il y avait d'autres problématiques. Allen, il y avait la problématique de l'étranglement arrière qui était fatale. Et en fait, tu as juste des problématiques différentes auxquelles tu dois répondre. Mais la réalité de est-ce que ils sont durs? Est-ce que c'est des adversaires difficiles, etc. Tout le monde est super dur, tout le monde est super difficile. Donc après, c'est juste, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour battre ces mecs-là? C'est tout. Et comment tu vas te préparer? Et après, le cauchemar d'un coach, il y a deux choses. Moi, quand il y a un match-up qui arrive, il y a deux choses. La première, c'est combien de temps on a, et la deuxième, combien de temps on a, quelles armes on a pour battre le gars. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un jeu qui permet de s'imposer contre ce gars-là, ou est-ce que bah, notre jeu, bah, non, il est compliqué pour s'imposer. Et trois, l'élément principal du camp de préparation, c'est quels sont les sparring que je vais pouvoir utiliser pour imiter une personne. Et quand j'ai les bons sparring, je suis content parce que je sais que je vais pouvoir préparer le combat de la meilleure des façons. Tu vois, je sais que les situations qui vont arriver le jour du combat, je les aurais vues plein de fois à l'entraînement. Et donc, je vais arriver le jour du combat prêt. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un élément qui est super, super, super important. Et il y a des mecs qui sont durs. Tu vois, Canonier, il était très dur à imiter.
Adesanya, il était censé être très dur, mais on a eu l'immense chance d'avoir Hassan qui était un tueur à gages. Mhm. Mais il y a des mecs qui sont super durs à imiter. Et il y a des mecs que tu peux pas imiter. Tu es obligé de prendre deux mecs. Tu vois, tu es obligé de prendre un mec qui va l'imiter debout, un mec qui va l'imiter au sol. Donc, Bah écoute, Nico, je crois en tout cas sur le sujet qu'on voulait traiter, on a fait le tour. Mika, à part si tu avais d'autres questions Oh, à poser. au contraire, non, non, c'est même on est allé plus loin, beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu espérer. Donc, non, non, c'est bon. Nico, une petite question. Je vois que tu fais des stages de temps en temps, voilà, en France, même ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres stages de prévus, au cas où s'il y aura des auditeurs qui seront intéressés? il y a un stage à Reims le 23, Alexis Fontès. C'est à lui qu'il faut parler si vous voulez Mhm. vous inscrire au stage. Et après, bah, contactez-moi en DM pour les stages. Je fais ça partout en France et en Navarre. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire exactement. Même Non, moi, là, je vais devoir aller chercher. voilà, en Bah France. écoute, Et dans toutes les contrées limitrophes, en Belgique, en Suisse, voilà, toujours très bien accueilli, toujours super stylé. J'adore. En fait, je kiffe ça parce que tu parles une fois, tu parles 1 heure et il y a 10 000 personnes qui t'entendent. Et je kiffe les stages parce que tu rencontres vraiment les gens et tu peux échanger sur le terrain et je kiffe ce truc-là. et bah, en tout cas, Nico, déjà, merci de ta disponibilité. Tu me confirmes que tu as bien reçu le virement? C'est bon? Évidemment. Je rigole au cas où ça sort de son contexte, je taquine. Non, je pense qu'on a fait le tour, Nico. Bon, déjà, on espère de te recevoir, hein. Je sais que toi et moi, on a fait plusieurs analyses d'avant-combat. On t'avait reçu à... Faudrait Ouais. qu'on reçoit qui? Il faudrait qu'on reçoive parce qu'on n'a jamais reçu de filles sur notre plateau. Et ça, c'est très grave. Mhm. C'était la journée de la femme hier, Si, tu vois, non, on a reçu à deux reprises. sur Si, le on a dit... plateau. Non, oui, en présentiel, on l'a pas reçu. En Non, en distanciel, on a reçu. présentiel. Et ça serait cool qu'on reçoive, pourquoi pas Delphine et peut-être même une autre combattante en même temps. Avec plaisir. Pourquoi même Manon Fiorot, ça serait le top du top. Avec Mais plaisir. ça serait bien qu'on les reçoive et on marquera la journée de la femme avec du retard, mais au moins on aura fait notre part du travail. Vous avez même pas, eh, les gars, vous avez même pas besoin d'attendre la journée de la femme pour recevoir Delphine sur votre émission. On n'a jamais entendu. On est, Ça sort de sa bouche, là, hein, c'est pas moi, hein. on est en retard, Nico. Ah, je crois qu'on est bon. Non, j'ai plus d'autres questions qui me reviennent à l'esprit. Bah, Nico, en tout cas, bon courage pour tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup, les gars. Encore félicitations pour ta place de coach de l'année sur certains médias et pas sur d'autres. On n'a jamais compris les résultats des Non, filles. Tu n'as ouais, jamais vu, Boulogne. franchement, je t'avoue, je me suis même pas mouillé. Je dis, Ouais. vas-y, laisse tomber. On les a jamais vus, hein. Pourtant, tu avais une argumentation qui était vraiment orientée, Elle quoi. était propre Il y avait un parti pris qui était très clair, quoi. Bon, en tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Nico, Mika, bah, à très vite. Et non, je disais, oui, j'espère qu'on aura quand même l'occasion de revenir sur ton parcours parce qu'on t'avait reçu à 2 3 ans pour faire une preview, je crois, de l'UFC Paris. Toi et moi, on a fait voilà, de multiples vidéos, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de revenir sur ton parcours et sur d'autres sujets. Donc, Ouais, c'est ce que je disais. Après, pour être transparent, c'est ce que je disais. mhm. Bon, tu fais plein d'interventions avec vous. Tu m'avais contacté au moment où je suis passé sur 3 4 médias. J'ai dit, bah, tu sais quoi, les gars, on va attendre un peu. Comme ça, je vais pas répéter tout le Ouais, temps forcément, la même chose c'est ta partout. qualité sinon. Et là, comme il y avait cette approche, cette question vraiment sur l'approche spécifique par rapport à la préparation de Benoît, bah, je trouvais que c'était une bonne opportunité pour qu'on en discute. On en avait discuté en vocaux sur WhatsApp et c'était une bonne opportunité pour en discuter en live sur Internet, sur YouTube. Le débrief des avant-cartes, si tu as du temps pour faire les analyses avant-cartes, tu es bienvenu pour faire quelques vidéos si des fois Ouais. ça te botte. On fait les Ouais. post-analyses et on fait ça. Juste Mika, respecte l'heure, s'il te plaît, quand on dit 1 heure. Juste ce que je te demande. Ouais, ça marche. Allez, salut à tous. Salut, ciao, ciao les gars.